Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'histoire de la première saison de la série Black Talon. La série fait un travail plutôt correct pour détailler comment fonctionnent les éternels, mais aussi les royaumes mortels en général, en présentant certains peuples et en explorant certaines régions. On y suit un groupe nommé les Black Talon, comme le titre, qui est principalement composé d'éternels, mais pas que. C'est une escouade d'assassins et de guerriers d'élite fondée par Sigmar lui-même. Les Black Talon, ou les Serres Noires, qu'on voit dans la série, ne seraient apparemment pas la première itération de ce groupe. Les anciens Serres Noirs auraient autrefois été dissous dans le secret après une mission qui visait à assassiner un mystérieux ancien dieu. Maintenant, dans l'âge de Sigmar, un groupe similaire a été reformé, guidé par la chevalière Zephyros, Nyv Black Talon. Elle a pour mission de traquer et éliminer des cibles importantes. Chacun des membres de cette unité a été choisi pour ses talents uniques, afin qu'elle soit le plus polyvalent et redoutable possible. Ils ont un mode opératoire assez bourrin, on va dire, qui reflète l'impulsion de Nyv. Frapper vite, frapper fort et disparaître. L'unité a 5 membres. Déjà, comme on l'a mentionné plus tôt, il y a Nyv, une assassin mythique, rapide comme l'éclair, grâce au fait qu'en tant que chevalière Zephyros, elle est capable d'utiliser les vents éthériques, une énergie liée à la tempête des éternels qui lui permet d'atteindre une vitesse fulgurante. Elle s'est forgée une réputation légendaire grâce à ses exploits contre les légions de Norgul. Mais malgré toute cette force, elle est aussi en proie à beaucoup de questionnements. Comme beaucoup d'autres éternels, son passé semble brisé. Ses souvenirs de sa vie de mortel sont extrêmement flous et hantés de visions cauchemardesques. C'est pourquoi, en dehors de ses missions, elle enquête sans relâche sur sa vie passée. Ensuite, il y a son second, nommé Hendrik, qu'on surnomme aussi parfois le loup d'argent. C'est l'un des plus anciens vétérans des éternels de l'orage, et il aurait d'ailleurs aussi dirigé les Serres Noires avant Nyv. Il est en quelque sorte un mentor pour Nyv. Il est à ses côtés depuis bien longtemps et la conseille avec sagesse, tout en essayant de tempérer ses élans les plus fougueux. Ensuite, il y a Shakana Goldenblade, une ancienne raptor d'avant-garde qui est la tireuse d'élite du groupe. Elle a une relation assez complexe avec Nyv. Il y a une rivalité et beaucoup de tensions entre elles. Elle trouve que Nyv est bien trop inconsciente et que sa fougue l'a menée à être reforgée bien trop souvent, ce qui pour elle a commencé à user son âme et son esprit. Shakana a aussi à ses côtés un aigle stellaire qui traque ses ennemis cachés et alerte la bande de tout danger. Les aigles stellaires sont d'ailleurs une espèce assez intéressante. En un sens, on peut les voir comme des phénix liés à l'énergie d'Azir, car d'une manière similaire aux éternels, lorsqu'ils sont tués, ils repartent vers Azir pour s'y reformer. Ensuite, le quatrième membre est Rostus Oxenhammer, un immense colosse inflexible, armé d'un marteau. Il est les muscles et le pilier des Serres Noires. Sa force brute n'a d'égal que sa franchise et sa nature joviale. Il n'hésite jamais à remettre en question les plans de Nyv, avec souvent un humour parfois brutal, mais toujours juste. Sans grande surprise, il est originaire d'une tribu de Gur, le royaume de la bête, et voue une haine viscérale envers les serviteurs de la ruine qui ont massacré les siens. Enfin, la 5e membre des Serres Noires n'est pas une éternelle. Il s'agit de Loraï, une fille des abysses Idonette. La raison de sa présence dans le groupe ne semble être connue que d'Hendrik, avec qui elle partage un passé énigmatique. Malgré cela, elle est respectée pour ses talents. Elle est une maîtresse de la magie aquatique et des âmes, mais sa magie Idonette lui permet aussi de manipuler les émotions et effacer les souvenirs. En somme, le groupe a un spécialiste dans différents domaines utiles. Dans le premier épisode, Nyv se réveille après avoir été tuée lors d'une chasse contre un champion de Norgul. Mais elle a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé. Un phénomène que partagent beaucoup d'éternels après la reforge. Car à chaque mort, ils perdent de plus en plus des parties d'eux. Mais cette fois-ci, quelque chose semble l'inquiéter encore plus. Des visions de quelque chose d'autre, d'une autre époque, semblent se mêler à ces flashs de mémoire. Une étrange ombre et une hache. Elle n'arrive pas à savoir pourquoi, mais c'est quelque chose qui semble très important pour elle, au point de presque l'obséder. Ce qui la motive à chercher à rassembler les pièces du puzzle. D'abord, elle en discute avec Hendrik, qui initialement le conseille de ne pas trop s'inquiéter et de laisser ses rêves s'éteindre. Mais Nyv décide de continuer à creuser
notamment en demandant à Lorail d'user de sa magie sur ses souvenirs. Et plus elle le fait, plus Hendrik semble essayer de l'en dissuader de manière de plus en plus agressive. Ce qui semble presque suspect, on va dire. Comme si il savait certaines choses. En parallèle, au fur et à mesure de l'épisode, on apprend que le champion de Norgul, nommé Orimus, des graines du père, qui avait été vaincu, avait, avant de mourir, planté une graine corrompue dans un soldat des guildes libres qui avait été capturé et qui a accepté de manger la graine pour que ses souffrances cessent, ce qui l'a transformé en une épidémie marchante, contaminant tout sur son chemin alors qu'il essaie dans sa folie de rentrer chez lui à Hammerhall, la cité jumelle. Fort heureusement, il finit par être interrompu par Niamh et les Black Talons. L'homme a alors un discours assez touchant. Il ne semblait pas vraiment y avoir de malice en lui, mais la souffrance que la reconquête des royaumes demande aux mortels était juste trop grande pour lui à endurer. Avant d'être abattu, il prétend qu'arriver à Hammerhall ou non n'aurait eu aucune conséquence, car Orimus lui avait dit en riant que l'ombre cornue approchait. Et au moment où la hache s'est abattue sur lui, il souhaita bonne chance à Niamh. Son corps s'est ensuite désagrégé et n'a laissé derrière lui que la graine corrompue. Initialement, Rostus comptait la détruire, mais Lorail a décidé de la garder pour l'étudier. Après cette mission accomplie, Niamh semble enfin se résigner à abandonner sa quête de souvenirs. Cependant, peu après, un Kurnosi se présente au fort de l'orage avec son sceau. C'était un des éclaireurs qu'elle avait envoyé pour enquêter sur ses visions et qui est revenu avec une trouvaille. Niamh est d'ailleurs initialement surpris par cela, car elle ne se souvenait même plus elle-même avoir confié cette mission à des traqueurs. Cette trouvaille était la hache dont elle s'était souvenue, et qui semblait avoir appartenu à une ancienne guerrière. Mais son identité reste encore un mystère. À ce stade, on pourrait plus ou moins supposer qu'il pourrait s'agir de Niamh elle-même. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Et c'est sur cela que l'épisode 1 se termine. J'ai été agréablement surpris de voir ce Kurnosi, qui semble être un Sylvanès animal, similaire à ceux de la chasse sauvage de Skaeth, qui nous a été introduit dans une bande de Warhammer Underworld. Ils étaient à la base des elfes qui ont subi une transformation en étant exposés à de la magie de Gur. Et du coup, voir l'un d'entre eux dans la série me laisse penser qu'il y en aura peut-être d'autres qui arriveront dans le wargame dans le futur. A noter que tous les Kurnosi ne sont pas comme eux. Le terme Kurnosi réfère à ceux qui vénèrent le dieu de la chasse Kurnos, comme les Sigmarites sont ceux qui vénèrent Sigmar. Ensuite, l'épisode 2 commence avec Hendrik qui reçoit les ordres de Sigmar en subissant la foudre, presque comme une expiation. Il informe ensuite les Black Talons de leur prochaine cible, une reine de sang vampire nommée Kaelena. Elle était anciennement une magistère azyrite servant Sigmar, mais a fini par s'en détourner pour conclure un marché en échange de l'immortalité. Elle a été transformée vers le début de l'âge du chaos, il y a plusieurs siècles de cela. La disposition de sa forteresse a un avantage qui va rendre la mission des Black Talons plus difficile. Elle est construite autour d'une porte au royaume, connectant Ghiran, le royaume de la vie, à Shaish, le royaume de la mort. Et donc, si elle est attaquée d'un côté, la vampire pourra fuir de l'autre. De plus, la forteresse repose aussi sur une ancienne crypte de l'orage, un des endroits cachés créés par Sigmar pour y enfermer des reliques et des entités trop dangereuses pour les royaumes mortels. C'est cela qui rend Kaelena encore plus dangereuse. L'objectif principal n'est donc pas de la tuer, car même morte, son savoir pourrait survivre avec elle par la nécromancie, mais le but des Black Talons est de s'assurer que les choses qu'elle a apprises dans la crypte restent oubliées. Pour ce faire, le groupe veut réactiver la machine de pénombre de la crypte et utiliser ses effets sur Kaelena pour effacer tous ses souvenirs et sa personnalité, tuant ainsi directement son esprit. Rostus propose de s'infiltrer parmi les mortels prisonniers qui servent de bétail aux vampires du côté de Shaish pour s'infiltrer dans la forteresse et avec l'aide de Shakana, provoquer le chaos et contraindre Kaelena à fuir vers le côté de Ghiran où le reste du groupe l'attendra. Par précaution, ils ont aussi prévu de geler la porte au royaume une fois qu'elle aura passé afin de l'empêcher de faire demi-tour. Le plan se déroule plus ou moins sans encombre jusqu'à ce que Kaelena réveille les gardiens de la crypte. Niamh reste en arrière et doit faire face à un Sylviarque du côté de Ghiran, là où Rostus et Shakana font face à un prédateur cauchemardesque que Kaelena avait libéré avant de fuir vers Ghiran.
Hendrik, de son côté, fait face à Kaelina seule lorsqu'elle arrive du côté de Giran, et il se trouve que tous deux se connaissent personnellement. On apprend qu'il n'est pas là pour les dangers du savoir de la crypte, mais à cause de quelque chose que Kaelina connaît sur Niv, et qu'il préfère rester secret. Hendrik semble attristé par ce qu'est devenu Kaelina, et elle lui rétorque que elle est restée elle-même. Là-haut, lui, a été remodelé à la guise de son dieu. Les deux anciens amis finissent par se battre, et Hendrik arrive à la neutraliser, puis active la machine de pénombre. Les Black Talon battent ensuite le plus vite possible en retraite, car en un sens, la machine de pénombre est très dangereuse pour les immortels. Elle peut détruire des êtres sans avoir à les tuer, en brisant l'esprit et non le corps. Et c'est là-dessus que se termine l'épisode 2. Jusqu'ici, le passé de Niv semble s'épaissir de plus en plus, et Hendrik cherche à garder le secret à tout prix. Ensuite, l'épisode 3 commence à Giran. On voit cette fois-ci une vision plus détaillée de Niv. La guerrière qui porte la hache trouvée par le Kurnosi semble se battre contre quelque chose pour protéger son peuple, mais finit par tomber au combat. Il y a ensuite une réunion entre les Black Talon et le seigneur commandant de l'Host des Marteaux de Sigmar, Bastian Kartalos. Ils ont reçu pour mission de négocier avec des guerrières de Kain, le dieu du meurtre, menée par une reine du massacre nommée la reine des larmes rouges Vendessa. Elles ont apparemment sauvé une colonie de Sigmar nommée Irakon face à des serments noirs. Shakana semble avoir des réticences car elle considère les Kainites comme des meurtrières sans morale et sans code. Mais la politique des cités de Sigmar est différente. L'alliance avec les Kainites, bien que gênante, est nécessaire et ne devrait pas être mise en péril. Le but officiel de cet échange est de remercier les filles de Kain ainsi que négocier la cession de la colonie. Pour ce faire, un ambassadeur d'Amerol les accompagne. La mission est aussi d'autant plus dangereuse car les cieux au-dessus des Herakon sont rougis par une étrange énergie et qui pourrait empêcher la foudre de passer. Il y a donc un risque de mourir définitivement s'ils viennent à tomber. À leur arrivée à la colonie, on voit clairement que les Kainites exploitent et intimident la population. Lorsque l'une d'elles remarque l'oraille, elle déclare que de par sa naissance inférieure, il lui est interdit d'entrer. De par leur affliction, les Idonettes sont souvent vus de haut par les autres elfes. L'oraille décide donc de se retirer et le groupe finit par avoir une audience avec la reine Vendessa, qui a d'ailleurs à ses côtés 2 rôdeuses de l'ombre, les agentes d'élite de Morathi elle-même. Leur présence est donc un gage de l'influence et du pouvoir que possède Vendessa. Un échange diplomatique va ensuite suivre, si on peut appeler ça de la diplomatie, et où la reine va offrir les têtes de leurs ennemis vaincus plongés dans du métal en fusion. Et là, j'avoue que cette scène m'a beaucoup fait rire. Ça me rappelle un peu quand un chat rapporte une souris ou un oiseau mort éventré. Il y a vraiment la même énergie, elle semble vraiment très fière et très contente de présenter ses têtes. Des combats sont ensuite organisés dans leurs arènes pour les festivités. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en parallèle, officieusement, les Black Talon tentent quelque chose en secret. Il se trouve qu'ils ont appris qu'une partie de la population sigmarite est prisonnière dans les souterrains de la cité, où se trouvent d'ailleurs aussi des Noirs Serments capturés. Ils y sont massacrés rituellement pour Kain. En plus de cela, cette secte kainite est suspectée d'avoir assassiné un informateur important d'Amerol avec un mode opératoire qui ressemble aux rôdeuses de l'ombre, ce qui justifie des actions contre elle. L'oraille a utilisé sa magie pour ne pas être vue et localise la population enfermée. Elle en informe ensuite les Black Talon qui vont essayer de discrètement les libérer. Les choses ne se passent pas exactement comme prévu et un combat chaotique s'engage entre les Black Talon, les Kainites et des Noirs Serments libérés. Les rôdeuses de l'ombre finissent par se rendre compte de la supercherie et la reine Vendessa finit par faire face à Niv et Shakana. Niv se retrouve bloquée à combattre les rôdeuses et Shakana combat la reine. Vendessa finit par prendre l'avantage et pose sa lame sur la gorge de Shakana. Un échange s'ensuit et on apprend qu'elles n'ont rien à voir avec l'assassinat et qu'une autre ombre impie vient pour Amerol. Niv finit par vaincre les rôdeuses et cherche à venir en aide à Shakana. Malheureusement, la reine l'égorge, ce qui rend Niv folle de rage et elle finit par massacrer Vendessa. Niv amène ensuite le corps de Shakana à la surface et un éclair réussit à l'emmener, mais sa reforge ne semble pas être garantie. Après la mission, le blâme semble avoir été posé sur les Noirs Serments. Les Kainites survivantes ne semblent pas avoir proclamé le contraire, et donc leur alliance ne semble pas être en danger pour l'instant. C'est sur cela que se termine le 3e épisode.
Ensuite, le quatrième commence avec encore une autre vision à Guiran, où un père et son fils s'occupent d'arbres fruitiers. Tout à coup, une nuée d'insectes suivie d'un vent corrompu s'abat sur eux, et la guerrière à la hache qui est appelée Théa apparaît brièvement. Cette fois, la vision de Nive était plus claire. Elle est encore hantée par la hache brisée et décide enfin de demander à l'oreille d'explorer ses souvenirs à l'aide de sa magie pour l'aider à localiser l'endroit de sa vision, ce qu'elle réussit à faire. Nive prévoit alors d'y aller seule, mais Hendrik apparaît soudainement, frustré par son imprudence et son obsession. Il demande tout de même à l'accompagner. Nive part en avant, mais avant de partir, Hendrik ordonne à l'oreille de n'informer personne de cela. Ensuite, on se trouve du point de vue d'un serviteur de Nurgle qui se nomme T6 et qui semble être l'homme qu'on a vu plus tôt dans la vision. On voit ensuite sa souffrance et sa transformation qui a fini par le mener à rejoindre le chaos. Nive et Hendrik finissent par arriver à l'endroit qui était dans ses visions. Elle semble s'y rappeler d'autres choses, ce qui inquiète encore plus Hendrik. Pendant ce temps, Chakana a réussi à être reforgée et s'éveille paniquée sur l'enclume de l'apothéose. Elle cherche à prévenir ses amis le plus rapidement possible que les Kénites n'étaient pas responsables de l'assassinat de leurs agents et que quelque chose d'autre vient pour Amyrul. En parallèle, la graine de la peste que l'oreille avait gardée commence à grandir et elle a découvert que la graine est originaire de l'endroit où Nive est allée, ce qui leur fait suspecter un piège. Chakana et Rostus décident de se hâter en chevauchant la foudre pour prévenir Nive. L'oreille, quant à elle, est envoyée prévenir le seigneur commandant Bastian Cartalos. De son côté, Nive se rappelle de plus en plus de choses. Elle pense se voir combattre un guerrier du chaos et finit par se faire abattre. Mais elle est troublée lorsqu'elle réalise qu'elle continue à avoir d'autres souvenirs après sa supposée mort. Plus elle creuse et plus Hendrik essaie de l'arrêter. Elle commence alors à comprendre qu'elle n'était pas cette guerrière. Et tout à coup, Hendrik enfonce sa lame dans sa gorge en s'excusant. Puis Nive est envoyée par un éclair vers Azir. Chakana et Rostus arrivent où se trouve Hendrik peu après. Quelque chose fait alors trembler la terre et une faille s'ouvre dans le sol, laissant tout d'abord s'échapper des vents pestilentiels et corrompus. Puis un host de démons mené par un grand immonde de Nurgle en sort. Et c'est là-dessus que se termine le 4e épisode. Ensuite, au début de l'épisode 5, Nive se réveille dans une sorte de limbe ressemblant à l'enclume de l'apothéose. Là, une entité se présente à elle en portant le visage de ses amis. Elle lui dit qu'elle est à une croisée des chemins en quelque sorte et lui propose de voir ses vrais souvenirs. D'abord, elle retourne au combat de ses visions entre le guerrier du chaos et la guerrière Théa. Puis, elle est amenée sur un autre champ de bataille où le même guerrier du chaos combat d'autres personnes. Certaines des femmes que Nive avait pensé être lorsqu'elle avait enquêté sur son passé. Puis, l'entité lui a montré que Hendrik est celui qui l'avait tué cette fois-ci. Et ce n'était apparemment pas la première fois. Cela était déjà arrivé des dizaines et des dizaines de fois auparavant. À chaque fois qu'elle s'était avancée trop près de la vérité, Hendrik avait fait son devoir envers Sigmar. Initialement, Nive ne semble pas pouvoir s'échapper de son déni. Elle sait inconsciemment ce qui se passe, mais ne peut se résoudre à se l'admettre. Enfin, l'entité finit par prendre sa vraie forme. Et comme on pouvait s'en douter, il ne s'agit de nul autre que Nive elle-même. Elle était une championne du chaos que Sigmar a fait éternelle. Nive proclame que cela veut dire qu'il lui a apporté la rédemption, mais son autre partie répond qu'elles n'ont jamais eu de choix. Le dieu roi aurait pris son âme de force. Il y a eu par le passé d'autres champions du chaos qui se sont repentis au moment de leur mort, comme par exemple Tornus l'affranchi. Mais là où cela avait été un choix conscient pour lui, Nive semble presque une expérience du dieu roi. Peut-être un moyen de savoir s'il peut retourner les meilleurs champions des dieux sombres contre eux-mêmes. Si c'est le cas, cela pourrait être une arme puissante contre le chaos. Ensuite, la championne du chaos offre un choix à Nive. 2 chemins. L'un menant à se souvenir de tout et redevenir ce qu'elle était, et l'autre à tout oublier, continuer à se demander qui elle est et se faire tuer par ceux en qui elle avait confiance. Nive finit par choisir le chemin de l'oubli, pour continuer à être celle qui se bat pour sauver des vies. L'autre Nive lui répond que cela ne changera rien, qu'elle reviendra ici encore et encore. Mais Nive est confiante dans le fait qu'elle continuera à faire le même choix.
Ce à quoi l'autre répond qu'elle semble toujours le faire jusqu'ici, ce qui laisse penser qu'elles ont peut-être eu cette conversation à chacune de leurs morts. Du point de vue du libre arbitre, je trouve cela intéressant. Si Sigmar a fait de Nive une éternelle contre son gré initialement, cela lui a ensuite permis de choisir entre les deux chemins. Et depuis, elle continue de faire ce choix d'elle-même. En tout cas, c'est ici que se termine l'épisode 5. Enfin, au début de l'épisode 6, le dernier de la saison, une croisade Éophore qui part tout juste d'Amorolgira se fait rapidement attaquer par l'host de démons qui avait été invoqué précédemment. De nombreux Éophores tombent face aux démons menés par un grand immonde, mais heureusement des Sylvanès et des marteaux de Sigmar, menés par Bastian Cartalos, finissent par leur venir en aide. Pendant ce temps, Chakana, Hendrik et Rostus ont engagé le combat contre T6, qui juste avant semblait parler à une entité inconnue. Lors du combat, les éternels se font restreindre par des racines et Hendrik se fait abattre. C'est alors que Nive arrive en renfort. T6 se retire ensuite temporairement du combat pour aller se recueillir sur le reste de sa sœur Théa, celle que Nive pensait être. Elle le rattrape et réengage le combat, mais finit par elle aussi être restreinte. T6 lui dit alors quelque chose sur son passé oublié, qu'elle est enveloppée dans un mensonge doré, mais une ombre sera toujours derrière elle. Ensuite, Loraï rejoint les autres et les libère, puis ensemble, ils viennent en aide à Nive. Leur intervention lui permet de trouver une ouverture et elle réussit à décapiter T6, dont la tête vient rouler près de sa sœur un instant avant de se désagréger. Du côté de la bataille contre les démons, les éternels, les Sylvaneth et les Éophores arrivent finalement ensemble à les repousser. Après cette victoire, Nive emporte les restes de Théa pour lui offrir un enterrement digne de son courage. Peu après, Hendrik est lui aussi reforgé. Et bien évidemment, la première chose qu'il demande à Nive, c'est ce dont elle se souvient. Une fois assuré de son oubli, il enjoint les Black Talon à fêter leur victoire, un répit amplement mérité après leurs épreuves. Cependant, Nive n'est pas d'humeur et est toujours accablée d'étranges visions, cette fois-ci différentes. Et c'est sur cela que la première saison se termine. Personnellement, j'apprécie beaucoup la série. Elle explore de manière intéressante les concepts des éternels et même aller au-delà avec Nive. On a pu aussi un peu explorer les royaumes, on a vu une crypte de l'orage, ou même de la politique kénite. Après, le petit point négatif, c'est que l'animation n'est pas toujours au top. Mais c'est quelque chose qui semble s'être amélioré dans la saison 2, qui est d'ailleurs en cours au moment où je fais la vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu et qu'une analyse / résumé de l'histoire de la saison 2 vous intéresse, dites-le moi donc en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et merci aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.